m'appelle Bram Elkin, le fondateur du club, avec Eric Cardinal qui est avec nous ce matin. Eric était au premier meeting le 19 février 2009. Alors, c'est notre vice-président senior du M&A Club. Alors, je laisse la parole à Eric pour présenter le club et nos présentateurs aujourd'hui. Merci, Eric. Merci, Bram, et merci à tous de se joindre à nous en fin de matinée aujourd'hui. Pour notre webinaire, je pense qu'on en est rendu à notre 82e webinaire depuis le début de la pandémie. On se dirige tranquillement vers la centaine. Et ça a été très bénéfique pour l'organisation. Ça nous a permis de s'épanouir dans un format pan-canadien avec plusieurs clubs à travers le Canada. Justement, on en est maintenant à tout près de la quinzaine de clubs. Notre tout nouveau club qui va ouvrir très bientôt, important de noter, va nous donner une visibilité internationale. On va ouvrir un club M&A à New York. Et si justement là, on a des gens sur la ligne qui ont des bureaux à New York, on les invite à nous contacter afin de les inclure dans notre membership. Comme Bram disait, je suis là depuis le début. Ça fait maintenant plus de 10 ans que le club existe. On a passé les 1000 membres et c'est un club de réseautage. Une chose que je veux mentionner avant de commencer, c'est que je pense qu'on est tous très ouverts à parler aux gens qui sont membres du club. Moi, j'invite les gens là, sur la ligne qui ne me connaissent peut-être pas de faire un reach-out et d'avoir une conversation. C'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis le début de la pandémie. Alors, comme Bram disait, mon nom est Eric Cardinal, je suis associé chez Oaklands. Oaklands est une firme de fusion-acquisition avec une présence internationale. On est la firme la plus active au monde dans le mid-market. Alors, on regarde les transactions là, sur toutes les industries dans le mid-market. J'ai aussi un rôle auprès du club M&A, vice-président du club. Alors, j'épaule Bram dans toutes les initiatives qu'on a au niveau du club. Ce matin, on a une présentation avec un de nos membres corporatifs BCF et on les remercie justement de nous appuyer dans le membership. Le titre du webinaire ce matin, la vérification diligente en propriété intellectuelle, que devriez-vous avoir à l'esprit? Alors sur ça, je fais l'introduction de nos deux conférencières. La première, Joanne Auger, est l'associée responsable du secteur des marques de commerce et veille à la coordination et au développement de cette pratique. Elle est forte d'une expérience de plus de 25 ans en protection de marques de commerce, en gestion de propriété intellectuelle et en litige. Maître Auger est une excellente communicatrice. Elle présente régulièrement des conférences de marques de commerce devant diverses organisations d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Joanne est très soucieuse de permettre une meilleure représentation des femmes, sujet très d'actualité présentement. Donc, la présence des femmes dans le milieu des affaires. Et ainsi, elle co-dirige le comité parité et inclusion de BCF. Notre deuxième conférencière est Andréane Auger. Agente de brevet depuis plus de 15 ans maintenant, Andréane excelle à cibler les enjeux scientifiques afin de faire le pont entre la propriété intellectuelle et les impératifs d'affaires. Andréane conseille les entreprises œuvrant principalement dans les domaines des biotechnologies, des dispositifs médicaux, des technologies propres, de la biologie moléculaire et cellulaire, de la chimie et de la biochimie. Andréane est doctorante en biologie cellulaire et moléculaire et ses grandes qualités lui ont valu un siège sur le conseil d'administration de BCF. Alors sur ce, mesdames, on vous invite à prendre parole. Alors, bonjour tout le monde. Pendant que je partage mon écran, juste préciser que je ne suis pas avocate. Donc, Joanne Auger, plutôt agent de marque de commerce. Je dis souvent la blague à mes associés que je n'ai pas ce défaut-là, mais j'en ai bien d'autres. Donc, je vais aller chercher la présentation. Donnez-moi 30 secondes. Donc, vous devriez l'avoir à l'écran. Est-ce qu'on peut me le confirmer? Oui, c'est tout bon. Excellent. Alors, Andréane et moi avons pensé à ce webinaire et en fait à l'exercice de vérification diligente en profondeur au fil des ans. Et on en est venu avec évidemment toute notre équipe de propriété intellectuelle chez BCF, qui est une des équipes
les plus nombreuses au Canada et qui regroupe des agents de brevets européens et américains, en plus évidemment de Canadiens au sein de l'équipe, et qui a une grande profondeur au niveau de l'équipe de propriété intellectuelle, puisqu'on a plusieurs membres de l'équipe qui ont été en entreprise. Donc, on comprend très bien les différents enjeux que la propriété intellectuelle peut amener pour une entreprise. Alors, on a pensé à la vérification diligente. Évidemment, vous savez tous ce que c'est de la vérification diligente, mais l'idée de focuser sur la propriété intellectuelle pour vous amener à réfléchir au fait que c'est, dans le fond, beaucoup plus que des simples listes de marques et de brevets. Donc, au-delà des listes de marques et de brevets, ce qu'on veut vous inviter à focuser aujourd'hui, c'est que ce soit lorsque le client achète, qu'il finance, qu'il investisse ou qu'il conclut un partenariat, la propriété intellectuelle, elle est vraiment très importante. Mais évidemment aussi pour le client vendeur. Et l'exercice qu'on vous propose s'adresse autant aux investisseurs, vous l'aurez compris, qu'aux intermédiaires de marché, qu'aux comptables et qu'aux cabinets d'avocats qui n'auraient pas d'équipe de propriété intellectuelle aguerrie. Donc, l'idée pour nous, c'est de vous présenter la valeur ajoutée qu'une équipe comme BCF peut avoir dans le contexte d'une transaction. Et on va, merci beaucoup Lorraine, et on peut passer à la prochaine slide. Et pour vous mettre dans le contexte, la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est de vous lancer des questions clés. Quand on parle de vérification des actifs de propriété intellectuelle d'une cible. Donc, pour débuter, on va se parler d'une transaction dans laquelle notre client investit ou qu'il achète une entreprise. Alors, parmi les questions à se poser, est-ce que la cible est vraiment propriétaire des droits de propriété intellectuelle? Par exemple, est-ce que les chaînes de titres sont à jour? On sait que ça peut causer bien des complications. Moi, je vais vous parler évidemment plus de marque et Andréane va intervenir au niveau des brevets. En marque de commerce, je peux vous communiquer le fait que dans bien des cas, quand les formulaires requis n'ont pas été préparés dans le cadre de la transaction, quand on vient pour les inscrire dans les différents pays auprès des registraires de marques de commerce, il y a des enjeux et on a vu des transactions quant auxquelles les actifs de marques de commerce n'ont pu être transférés puisque, par exemple, la société qui vendait était dissoute. Il y a des pays qui sont très formalistes et qui exigent certains formulaires très précis. Donc, les chaînes de titres, ça peut causer bien des complications. Oui, et du côté des brevets, il y a plusieurs particularités à vérifier qui peuvent avoir une influence sur la validité de l'actif de propriété intellectuelle dans des marchés assez importants, comme par exemple sur un brevet ou une demande de brevet en Europe. L'Europe étant un marché assez considérable pour plusieurs types de technologies. Donc, ce n'est pas seulement de vérifier que oui, les droits ont été assignés des inventaires à l'entité A vers l'entité B, vers l'entité C, etc. C'est vraiment s'assurer que tous les requis de différents pays ont été rencontrés pour ne pas affecter la validité. Ce qu'on veut aussi vérifier à ce niveau-là, lors d'une vérification diligente, c'est est-ce que plus tard, là, quand la technologie va générer beaucoup de sous, puis là, ça va devenir une technologie très reconnue, est-ce qu'il y a des gens qui ont été impliqués dans l'invention, dans la création de ces actifs de propriété intellectuelle-là, par exemple en brevet, qui vont revenir vers le propriétaire pour dire hey, « non, ça m'appartenait, j'ai des droits là-dedans ». Donc, on veut éviter ce genre de problème-là éventuel qui pourrait arriver. Donc, c'est tous les éléments à vérifier dans la chaîne de titres-là. Et pour revenir à la chaîne de titres du côté marque, par exemple, si on a un logo, souvent les gens vont se contenter de dire, bon, la marque logo est bel et bien enregistrée dans les pays d'intérêt, mais il faut aller plus loin à savoir qui a conçu le logo, s'il a été conçu à l'externe, est-ce qu'on a obtenu une cession des droits d'auteur, puisque le seul fait d'avoir payé pour les services de conception par un graphiste ou une firme externe, par exemple, ne suffit pas. Ça prend
une session écrite. Donc, il faut vraiment creuser plus loin. Ce ne sont que des exemples, évidemment, au niveau de est-ce qu'on est vraiment propriétaire des droits de propriété intellectuelle qu'on a listés? Parce que la liste, elle est toujours couverte en vérification diligente, mais ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Un autre exemple, une question fort pertinente, est-ce que les droits de propriété intellectuelle de la cible protègent ses principales activités commerciales génératrices de revenus? Andréane, là-dessus, tu as quelques exemples. Oui. Mais en fait, les exemples valent mille mots. À plusieurs occasions, j'ai rencontré des compagnies, des cibles compagnies qui généraient une portion importante. Je vais vous donner un exemple en particulier. Vous allez comprendre ce qu'on veut dire par cet énoncé-là. L'entreprise générait 60% de ses revenus par une commercialisation qui était faite en Europe sur une technologie assez alléchante, là, qui était connue et bon, qui était appréciée des consommateurs. Puis 60% de ces revenus-là n'étaient pas couverts, n'étaient pas protégés par un brevet ou une demande de brevet. Donc, la compagnie n'avait jamais déposé de brevet en Europe. Donc, ce marché-là était pas protégé par aucun actif de propriété intellectuelle. Et donc, les 60% de revenus n'étaient pas protégés par un actif de propriété intellectuelle. Puis, la compétition en Europe était libre de copier puis de mettre un peu en péril ce revenu commercial-là important pour la compagnie. Au niveau des marques, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que les marques, les enregistrements protègent les bons produits et services? Et j'ai vu des cas où, vous savez, l'évolution des activités d'une entreprise, ça le dit, c'est évolutif. Donc, un enregistrement de marque, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient once and for all. Il faut s'assurer que la protection suit les activités commerciales de l'entreprise. Par exemple, si on a développé une application mobile, et que celle-ci est fort populaire, il faut s'assurer que la marque est protégée en liaison avec l'application mobile ou la vente en ligne, par exemple. Alors, ce sont des exemples d'enjeux qui peuvent survenir quand on dépasse la simple liste de marques et de brevets. Même chose en brevet, Joanne, j'ajouterais que dans l'exercice de vérification, il faut s'assurer que la protection que la compagnie ou le cible est en voie d'obtenir ou a obtenu vise ce qu'elle fait, là, parce que on a vu à plusieurs reprises que le portfolio brevet est développé, mis en place, protégé, un peu à l'extérieur des activités de marketing et de développement de la compagnie. Puis on voit assez rapidement qu'il y a eu un manque de communication entre les deux, puis que des fois, la protection n'a pas suivi ce que la commercialisation, le groupe de commercialisation faisait. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une certaine coordination de cet angle-là. Une autre question qu'il faut se poser, est-ce que la cible est en mesure de maintenir ou défendre ses droits de propriété intellectuelle? Par exemple, en marque de commerce, il y a certains pays qui ont des exigences de maintien, notamment les États-Unis, les Philippines, le Puerto Rico, pour ne nommer que ceux-là. Et donc, les marques, on doit être capable de maintenir ces enregistrements-là en démontrant ou en déclarant un usage. Aussi, est-ce qu'on a des enregistrements qui sont susceptibles de procédures sommaires de radiation pour défaut d'usage? On a des enregistrements, mais est-ce qu'on utilise ces marques-là dans ces pays-là? Au Canada, on parle de 3 ans. À l'étranger, règle générale, environ 5 ans. Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'ils sont vraiment utilisés, ces marques-là? Si la réponse est non et que ce sont des marques importantes pour la transaction, il faut regarder ça de près. Et aussi, si les marques font l'objet de licences, il y a certains pays qui requièrent l'inscription d'une licence auprès du registraire des marques, à défaut de quoi on ne peut pas vraiment défendre la marque. Ce n'est pas le cas au Canada, mais dans certains pays, c'est vraiment le cas. Donc, ce sont des exemples à se poser, des questions à se poser. Un autre enjeu, avant de passer au brevet, est-ce qu'on fait fabriquer à l'étranger? Donc, quand on fait fabriquer à l'étranger, un des enjeux malheureusement qu'on rencontre trop fréquemment en marque, c'est que comme on n'a pas l'intention de vendre dans le pays étranger, on n'enregistre pas nécessairement sa marque là-bas.
Mais par contre, il peut survenir le cas, et si on vous en parle, c'est parce que malheureusement, on a vécu l'expérience dans le cadre de transactions où la marque n'est pas enregistrée par la cible dans le pays de fabrication, puisqu'elle n'y vend pas, mais elle fait fabriquer là-bas, la marque est apposée là-bas, et il y a un tiers qui a enregistré la marque dans ce pays de fabrication-là et qui peut bloquer les produits de la cible, ses propres produits avec sa propre marque aux frontières. Donc, ce sont des enjeux importants et qu'il faut regarder. Donc, se poser la question, où est-ce qu'on fait fabriquer? Et si la réponse, c'est dans plusieurs pays étrangers, bien, il faut vérifier, est-ce que ce sont des pays où des enjeux peuvent se poser et est-ce qu'on appose la marque là-bas? Andréane, de ton côté? Oui, bien, ce que j'ajouterais sur ce point-là, c'est que on veut vérifier dans l'exercice, est-ce que la matérialité des actifs, et puis est-ce que la compagnie est en mesure de les maintenir? Un exemple, si la compagnie a déposé des demandes de brevets ou a des brevets dans plusieurs pays, mais a de la difficulté à maintenir, côté financier, a de la difficulté à maintenir les actifs parce que, bon, il y a plusieurs frais à payer, il y a plusieurs actions à prendre. Ben, à ce moment-là, il faut assez rapidement cibler ce qui est matériel pour les activités de la compagnie, pour les buts, puis de cibler les actifs qui sont moins importants, puis de focusser ou en fait de voir où les ressources peuvent être allouées pour maintenir ce qui est crucial là, pour la cible. Je vais prendre tout de suite une question. Ben oui, tout à fait. Il y a une question qui vise les marques et une pour les brevets. Donc, comment peut-on déterminer si une marque est utilisée ou pas dans un espace géographique donné? Est-ce que c'est la génération de revenus? Excellente question. En fait, il faut déterminer, est-ce qu'on parle d'une marque en liaison avec des produits ou une marque en liaison avec des services? En liaison avec des produits, généralement, il faut qu'il y ait eu des ventes des produits dans le pays en question. Pour les services, il faut que la seule annonce des services pourrait suffire en autant que lors de l'annonce, par exemple sur un site web, les services en question sont disponibles dans le pays. Donc, l'élément clé, c'est est-ce que c'est une marque pour des produits et ou des services et vérifier, effectivement, ça va venir influencer à savoir s'il y a un emploi de marque ou pas. Et il y a une question en brevet, Andréane. Oui, je lis la question. Le dépôt d'un brevet peut malheureusement encourager la concurrence à vous copier en contournant ce qui est protégé. Il existe sûrement d'autres moyens pour protéger l'innovation. C'est une super bonne question. Le brevet, comme vous le savez, ou je vais juste le préciser, protège les aspects fonctionnels d'une technologie, d'une invention. Donc, effectivement, dans la demande de brevet, lorsqu'on la dépose, il faut bien expliquer comment l'invention elle est faite et puis comment elle fonctionne. Il y a des stratégies à adopter. Des fois, la valeur de l'actif de propriété intellectuelle ne se situe pas autant du niveau est-ce qu'on a déposé un brevet ou pas, elle se situe sur comment on l'a protégé. Puis dans certaines technologies, on va décider entre est-ce qu'on décrit un brevet, on le protège, est-ce qu'on dépose un brevet, on décrit notre technologie, puis oui, éventuellement, tout le monde va connaître comment c'est fait, comment ça fonctionne, ou on garde ça secret, en secret de commerce, pardon, ou en savoir-faire à l'intérieur de la compagnie, puis on met les mesures en place pour bien le garder secret. Donc, ça, c'est des questions à se poser. Là, je vous donne un test rapide là, qui a plus de nuances que ça, là. Mais bon, en gros, d'habitude, si la réponse à la question, c'est est-ce que si on commercialise le produit, quelqu'un qui s'y connaît dans le secteur technologique peut rapidement comprendre comment c'est fait et à quoi ça sert. Puis si la question est oui, on va préférer le breveter, le décrire, le publier. Puis si la question est non, moi, mon invention, c'est un procédé, puis c'est bien difficile de savoir comment on fait, puis c'est pas évident, bien, à ce moment-là, on va vouloir opter pour peut-être le secret de commerce et garder le tout confidentiel à l'intérieur de la compagnie. Donc, c'est un high-level test là, qui a plus de nuances que ça, mais ça peut répondre à votre question. Et ça amène tout à fait la question ou le dernier point à cette slide-là. Au-delà des brevets et des marques, est-ce qu'il y a d'autres actifs de propriété intellectuelle de la cible? Tu as nommé à juste titre les secrets de commerce, Andréane, le savoir
savoir-faire, ben ça, est-ce qu'ils ont été répertoriés? Quelle en est la valeur? Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on a? Parce que, par exemple, je sais qu'en brevet, vous parlez souvent de logbook pour les départements R&D. Donc, tout ça va venir influencer. Oui, puis en fait, je rajouterais que certains de mes clients sont aux États-Unis, d'autres en Europe, d'autres ici. Puis je remarque qu'au niveau d'une vérification diligente en pays, je remarque des trends qui sont différents d'un pays à l'autre. Sur les transactions qui impliquent des parties ou une cible américaine avec, disons, un VC, là, je vais prendre un exemple, un financement avec un VC américain, à toutes les transactions que j'ai participé récemment, on demande une liste de savoir-faire, on demande une liste de know-how. Donc, il faut que la compagnie, elle ait listé, elle ait eu une bonne pratique de lister tout son savoir-faire, toutes les notes qui ne vont pas nécessairement être protégeables par brevet ou protégeables d'autres façons, mais qui vont faire en sorte qu'ils sont capables de protéger, de pratiquer la technologie. Ça, là, les VC vont mettre une valeur là-dessus, vont vouloir voir la liste, comment c'est tenu secret. Puis, à la fin de la journée, de plus en plus, on voit qu'il y a une valeur attribuée au savoir-faire puis à la liste de savoir-faire de la compagnie. Dans les autres actifs de propriété intellectuelle, j'en ai touché un mot brièvement tout à l'heure au niveau des droits d'auteur. Donc, obtenir une cession de droits d'auteur. Et on a vu des cas, puis malheureusement, les anecdotes qu'on vous raconte, c'est souvent des cas qui sont venus complexifier une transaction. Donc, on a obtenu une cession de droits d'auteur, mais on n'a pas obtenu ce qu'on appelle la renonciation aux droits moraux sur le logo. Et finalement, le logo a été revampé par la société qui a acquis l'entreprise. Et comme le vendeur n'avait pas obtenu cette renonciation aux droits moraux-là, elle ne pouvait pas revamper, parce que revamper, c'est modifier un logo et c'est souvent protégé par les droits moraux. Qu'est-ce que c'est? Je vais vraiment le vulgariser, là. Donc, c'est ne pas toucher, ne pas atteindre l'intégrité de l'œuvre. Donc, quand ce n'est pas obtenu, et qu'on n'est plus vraiment en affaire avec la firme externe qui l'a conçu. Le cas que j'ai en tête et que je ne peux malheureusement pas communiquer, je peux vous dire que ça a coûté énormément cher de régler le cas avec l'agence qui n'avait pas renoncé aux droits moraux en faveur du vendeur et donc l'acquéreur n'était pas au courant et ça a créé d'énormes problèmes. Donc, au-delà des brevets et marques, secret de commerce, savoir-faire, droits d'auteur, puis aussi des droits un petit peu plus éloignés, en fait, qui ne sont pas des droits en soi, mais qui sont liés étroitement aux marques de commerce. Ce sont évidemment les noms de domaine et les URL personnalisés sur les médias sociaux qui souvent, au fil du temps, ont une valeur. Alors, toutes ces questions-là, je reviens à l'avant-dernière question sur la slide. Comment peut-on déterminer si la valeur proposée pour les actifs de pays de la cible est adéquate? Bien, ça dépend beaucoup des réponses aux questions qu'on vient d'énoncer, d'où l'importance de les poser. Si on passe à la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, est-ce que la... Joanne, en fait, j'allais juste dire sur le point comment, tu n'es pas obligé de revenir à la slide suivante, c'était juste pour le point de déterminer la valeur proposée. Là, bien entendu, la valeur des actifs de propriété intellectuelle va dépendre, la valeur de la transaction, puis aussi le milieu technologique ciblé, là, des secteurs qui sont où les actifs de propriété intellectuelle vont avoir une valeur un peu différente. Puis, tu sais, aussi ce qui a été fait, ce qui a été investi pour la créer et la maintenir. Là. Effectivement. Alors, tu enchaînes avec les autres questions. Ah oui, pas de problème. Alors, d'autres questions clés à considérer. La cible est-elle libre d'exploiter sa technologie sans enfreindre le droit des tiers? Bon, ça, c'est la fameuse question de Freedom to Operate, le FTO, la liberté d'exploitation. À un moment donné, dans la vie de la cible ou dans la création de la compagnie, cette question-là va se poser. C'est pas parce qu'une compagnie a plein d'actifs de brevets ou a protégé tous ses actifs que par sa commercialisation, elle n'enfreint pas les droits des autres, donc les droits des tiers.
c'est quelque chose à vérifier. Et c'est plus dur pour une compagnie qui démarre, une start-up ou une petite entreprise d'évaluer ces aspects-là parce que, bon, ça requiert une analyse, ça requiert des frais d'analyse, des frais de recherche, etc. Donc, c'est des coûts importants pour la compagnie qui démarre. Mais une compagnie qui n'est pas en mesure de faire une étude en liberté d'exploitation afin de cibler les brevets ou les demandes de brevets. Là, je parle de brevets, mais c'est la même chose en marque des tiers, puis de voir s'ils sont libres de commercialiser, doit au moins mettre en place une stratégie pour adresser ça éventuellement. La cible n'a peut-être pas les ressources financières pour faire un FTO à ce moment-ci, mais c'est quoi son game plan? C'est quoi sa stratégie pour éventuellement adresser ces droits des tiers-là? Est-ce qu'au moins ils mettent en place une veille pour vérifier ce que la compétition fait et ce qu'elle protège? Donc, des éléments à vérifier lors de la vérification. Puis Joanne en marque, je suis sûre que c'est la même chose. Tout à fait. On peut être confronté à des ententes mondiales qui ont été conclues dans le passé pour réussir à obtenir un enregistrement et qui pourraient limiter notre liberté d'exploiter une marque dans certains pays en liaison avec certains produits ou certains services. Donc, ça aussi, c'est pas parce qu'un enregistrement a été obtenu que c'est fini. On peut dire qu'on est correct. Il faut aller vérifier, est-ce qu'il y a eu des oppositions, est-ce qu'il y a eu des notifications de droits de tiers, est-ce qu'il y a eu, parce que je compare souvent les marques, c'est comme un grand échiquier mondial, mais en fait en brevet aussi, bien, est-ce qu'on a laissé un concurrent exploiter dans un certain territoire géographique en contrepartie de la protection de notre marque ou de non-agression sur notre marque dans un certain autre territoire. Et ça, si l'historique de ça se perd, on peut facilement se ramasser dans une situation où l'acquéreur ou l'investisseur n'est pas au courant de ces limites-là et ça vient drôlement changer la donne. Il y a une question pour toi, Andréane, et peut-être juste avant que tu y répondes, je vois le droit moral est sensible dans certains pays, tout à fait. Ça reste acquis à l'auteur, nonobstant une définition et une monétisation très claire. Commentaire très à propos de Stéphane Girard. Effectivement, évidemment, aujourd'hui, on vulgarise, mais chaque pays a ses règles et ça reste à l'auteur, à moins qu'il y ait une renonciation écrite dans bien des cas. Oui, et côté brevet, privilégiez-vous un brevet versus un dessin industriel si les deux options sont envisageables? Oui, absolument. Il y a des technologies pour lesquelles le dessin industriel qui protège, le brevet va protéger les aspects fonctionnels de la technologie, le dessin industriel va protéger le côté ornemental, le look d'un produit. Il y a des technologies pour lesquelles le brevet et le dessin industriel ne sont pas des stratégies qui sont complémentaires. Je pense par exemple dans les sciences de la vie où on ne va pas protéger une molécule par dessin industriel, mais dans le secteur manufacturier ou génie mécanique, absolument, les deux peuvent aller de concert pour une protection optimale. Absolument. Et ça peut même se compléter le dessin industriel par une marque de commerce, puisque le dessin industriel n'est pas renouvelable, alors que la marque de commerce 3D, qui pourrait être le même objet qui était couvert par dessin industriel, on obtient un enregistrement de marque qui, lui, sera renouvelable, évidemment, à condition que l'enregistrement soit renouvelé à échéance. Ensuite, est-ce que la cible a en place toutes les licences requises? Oui, pour en fait exploiter, commercialiser la technologie, oui, c'est très important à vérifier. Puis, très important de voir que la cible a connaissance de tout ça. Donc, elle maintient une liste de tous les softwares, excusez, là, les licences et toutes les licences qu'elle utilise. Puis, est-ce qu'elle est en ligne, en fait, avec les pratiques de l'industrie? Puis, vérifier que c'est ça, il y a un certain alignement entre les licences qu'ils utilisent puis ce qui est entendu entre les parties dans le secteur technologique. Quels sont les risques légaux et financiers encourus avec l'acquisition des droits de pays de la cible? Absolument. Il faut vérifier justement, est-ce qu'il y a un problème pour revenir à mon point plus tôt, de contrefaçon des tiers, des droits des tiers? Est-ce que
est-ce qu'on est sur le bord de faire l'acquisition d'une compagnie qui risque de rencontrer des problèmes éventuels parce que justement, il n'y a pas vraiment de stratégie pour adresser les droits des tiers. On ne sait pas trop si on enfreint ou pas, on n'a pas fait d'analyse. Ça, c'est un risque légal qu'on va vouloir, et financier aussi, qu'on va vouloir mitiger en amont plutôt qu'en aval. Et puis, au moins aller chercher une stratégie articulée par la cible. C'est quoi les éléments qu'ils ont mis en place pour gérer ces risques-là, pour mitiger ces risques-là, puis de voir si on adopte cette stratégie-là ou pas. Là. Joanne, du côté des marques? Ça revient un peu au point que je mentionnais tout à l'heure. C'est souvent des ententes de coexistence ou des décisions qu'on a prises dans le passé de ne pas intervenir à l'encontre d'une marque dans un pays donné. Alors, parfois, ce n'est même pas une entente conclue avec un tiers. C'est vraiment une décision qui a été prise par l'entreprise. Mais ça veut dire que si on a laissé, parce que la plupart des pays, sauf l'Amérique du Nord, là, je vulgarise encore une fois, sont des first to file, donc les droits sur une marque reviennent au premier déposant, encore une fois, sauf l'Amérique du Nord. Si on a laissé un tiers enregistrer notre marque dans un pays donné et que nous, comme acquéreurs, comme un investisseur, on a des plans pour ce pays-là et qu'on ne peut pas utiliser la marque, on a des risques financiers là, parce qu'on ne sait pas ce qu'on avait en tête. Et ça s'applique aussi aux marques non enregistrées. Quand on dit l'étranger peut être très proche, hein, ce n'est pas nécessairement les frontières du Canada, puisqu'au Canada, les droits sur une marque non enregistrée existent, puisqu'on reconnaît l'usage dans une marque, elle n'est pas obligée d'être enregistrée, sauf que son territoire de protection va être limité au territoire où on vend nos produits, où on offre nos services. On annonce et offre nos services. Donc, si je vends dans la grande région de Québec ou dans la grande région de Montréal, je ne pourrais pas nécessairement empêcher quelqu'un d'utiliser une marque similaire, voire identique à Ottawa ou même à Laval. Donc, il faut s'attendre à ce que nos possibilités d'expansion soient plus limitées. Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc, une marque non enregistrée, souvent, on a le réflexe de dire, c'est pas grave, parfait. C'est quoi nos plans comme acheteur, comme investisseur? Est-ce qu'il y a une expansion envisagée? Puis si elle est envisagée, là, il faut une recherche de disponibilité pour s'assurer qu'on puisse pénétrer le marché dans lequel on n'était pas avec la marque non enregistrée. Oui. Dernier point sur la diapo, on va vouloir aussi déterminer, là je vais parler du côté plus spécifique brevet, mais on va vouloir déterminer la stratégie de dépôt de brevet, les buts de l'entreprise ou de la cible. En déposant des brevets, qu'est-ce que l'entreprise essayait d'atteindre comme but? Est-ce que c'était d'obtenir un monopole pour empêcher les concurrents de pratiquer l'invention protégée? Est-ce que c'était, on dépose une demande de brevet, mais on sait que, on ne va peut-être pas obtenir la protection assez large ou la protection qu'on souhaiterait idéalement, mais on le fait plus d'un plan marketing pour attirer, l'attention de certains clients, etc. Ou est-ce qu'on le fait dans le but on veut protéger des éléments technologiques de la compagnie qu'on ne va pas nécessairement commercialiser, mais on sait que ça va attirer l'œil d'un potentiel partenaire, d'un potentiel concurrent, qu'on va vouloir les utiliser en monnaie d'échange. Donc, c'est un peu ce que le dernier point veut viser. Est-ce qu'on est dans une bonne position pour utiliser nos actifs de pays dans des positions de négociation avec une autre partie? Puis, est-ce que ça nous favorise dans ce contexte-là? Ça prend de la valeur. Là. C'est sûr que si on répond oui à ces questions-là, la valeur des actifs augmente. Je vais vous donner un exemple que Joanne et moi, on a rencontré récemment qui est assez flagrant. On est allé rencontrer une compagnie qui voulait justement adresser des problèmes de contrefaçon et de marque et de brevet. Et puis, la compagnie qui était de l'autre côté, le concurrent qui les challengeait là-dessus,
mais eux avaient un portfolio de brevets de 6 000 actifs, 6 000 brevets, demandes de brevets. Et puis eux, la compagnie avec qui on discutait, n'avait rien, n'avait jamais déposé leur de protection sur leur technologie, même que le concurrent avait protégé des éléments qu'eux avaient déposés à l'interne, donc parce qu'eux n'avaient jamais déposé de demande de brevet. Donc, ils se retrouvaient dans une situation de négociation avec eux totalement pas en position de force parce qu'il n'y avait rien à échanger, aucun actif de pays pour lequel on aurait pu discuter, négocier pour s'échanger les droits. Avoir un programme de cross-licensing qui aurait pu les aider dans cette position-là. Puis, bon, ça ne s'est pas très bien fait terminer dans ce côté-là, mais bon. Effectivement, puis on rencontre la même chose, évidemment, du côté des marques pour les entreprises qui déploient dans plusieurs pays. Vous savez, c'est de façon assez surprenante, c'est assez commun qu'il y a des marques similaires qui coexistent à travers le monde pour le même genre de produits et services. Et c'est le cas que j'ai en tête, là, où on voyait très bien qu'il y avait un concurrent pour une partie du monde qui vraiment là, prenait de l'expansion dans certains territoires. Et notre client a décidé, voyant comment le concurrent se comportait, de déposer dans certains autres pays où les droits sont acquis par le premier déposant pour être en position de négocier éventuellement parce qu'il y avait un marché très, très important et ça fait l'objet de négociations. Dire, moi, j'ai protégé dans X, Y, Z. Toi, tu as une protection dans un pays qui m'intéresse vraiment. Et ils se sont carrément échangés les marques. Donc, ça peut devenir une monnaie d'échange, mais il faut être en position de pouvoir le faire et donc de surveiller ce que les concurrents font. Absolument. La prochaine slide. Oui, alors on va quitter un peu le côté de la cible pour aller du côté du client, là, de la personne qui s'apprête ou l'entité qui s'apprête à vendre ou à aller chercher un financement. Les autres questions, en fait, cette entité-là, cette entreprise-là doit prendre en considération les différentes questions qu'on vient de discuter qui concernaient la cible dans le cadre d'une transaction. C'est sûr que, bon, il faut qu'elle ait ces éléments-là en tête. Mais pour bien se préparer, en fait, à un financement, à une acquisition ou quoi que ce soit d'autre, on a mis, en fait, 4 questions clés là, que l'entreprise ou le vendeur doit prendre en considération. Avoir établi une stratégie de protection des actifs de propriété intellectuelle à court terme, à moyen terme, à long terme. À long terme, bon, peut-être plus difficile, mais à court et moyen terme, très important. Il faut aussi que cette stratégie-là de protection des actifs soit connue de tous les niveaux de l'entreprise, du groupe en légal s'il y en a un, du groupe en commercialisation s'il y en a un, et des hauts dirigeants de la compagnie. Puis, il faut que la direction de l'entreprise soit capable de communiquer cette stratégie-là clairement, de pleinement l'articuler, de la communiquer. Puis aussi de connaître ses déficiences, de connaître où les risques en propriété intellectuelle sont situés, puis d'être capable d'articuler la stratégie ou les mesures qu'on va mettre en place ou qu'on a mis en place pour mitiger ces risques-là. Parce que lors de l'évaluation, la vérification diligente, c'est sûr que, dépendamment du niveau de scrutinité dans laquelle la vérification va être conduite, c'est des questions qui vont être posées. Puis, la personne faisant la vérification va voir que la compagnie a mis tous les aspects en place pour gérer ce risque-là. Ça va démontrer aussi un certain sérieux de l'organisation puis de la direction. Joanne? Au niveau des marques de commerce qu'on rencontre souvent, c'est quand on a fait, en fait, on souhaite qu'il y ait eu des opinions de disponibilité qui aient été obtenues avant de commencer à employer et enregistrer des marques. C'est très, très important. Donc, s'assurer qu'on n'enfreignait pas les droits de tiers. Et parfois, ben, on fait des recherches sur différents pays et on sait très bien en adoptant d'emblée la marque, elle est disponible, par exemple, au Canada et aux États-Unis, elle ne l'est pas dans l'Union européenne. On le sait. Alors, ça, quand c'est bien expliqué comme vendeur et qu'on a une marque alternative où on sait ce serait
quoi quand on ira en Europe ou si un jour on a un marché européen, ça serait quoi la marque alternative? Et idéalement même de l'avoir déjà déposé puisque c'est l'Union européenne et un first to file. Donc ça peut être des exemples de stratégies de protection à court et moyen terme. Puis quand on parle, Andréane parlait de déficience en marque, ce qu'on voit, c'est parfois on a laissé passer des cas de violation de notre marque par des tiers. Et ça peut revenir nous hanter. Puis ça, si on est capable de l'expliquer, parce qu'en théorie, une marque ne doit pointer que vers une seule source. Donc, si on laisse un tiers utiliser une marque identique ou très similaire à la nôtre dans notre secteur d'activité, évidemment, bien, ça peut revenir nous hanter dans le sens où si on a laissé passer B et qu'après on intervient contre C, bien, C pourrait très bien dire tu as laissé déjà passer B et ta marque est diluée. Mais si on est capable de l'expliquer parce que, par exemple, la marque visait un marché très, très précis qui était niché dans lequel on n'est pas, ça peut s'expliquer et se défendre. Mais si c'était, non, c'est un petit joueur, puis je l'ai laissé passer, puis après, tu interviens contre le gros, bien, le gros, il va sortir le fait que tu as laissé passer un petit joueur. Fait qu'il faut juste les connaître, ces déficiences-là, et pour être en mesure d'y répondre comme vendeur. Oui, tout à fait. Puis du côté brevet, là, un problème en liberté d'exploitation, par exemple, c'est pas en soi, c'est pas la fin, la commercialisation. Ça peut l'être dans certaines circonstances, mais bon, il y a du gris entre le noir et le blanc. Là. Le gris étant, bien, on va obtenir une licence, on va payer des royautés, on va obtenir une opinion en invalidation de ce brevet-là. On va avoir un programme de design around qu'on appelle, là, je suis désolée, je n'ai pas le mot qui me vient en français, mais où on va modifier notre produit pour contourner. Donc, il y a plusieurs stratégies à en prendre en considération. Il faut juste que le vendeur ou la compagnie les ait réfléchies et articulées lors d'une vérification. Vas-y, Joanne. Prochaine slide, Laurine, s'il vous plaît. Donc, vous aurez compris que la vérification diligente en propriété intellectuelle, ça peut être très étendu. Évidemment, le niveau d'analyse va varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la nature de la transaction, un financement, une acquisition, une licence, la valeur de la transaction et l'importance relative de l'API. Andréane en a touché un mot tout à l'heure. Dans certains cas, des cas où moi j'ai été confrontée trop souvent, ce sont des entreprises où le principal actif est une marque de commerce. Et si le principal actif est une marque de commerce, il faut s'assurer qu'on a la ceinture et idéalement même les bretelles quand c'est très, très important. Puis aussi, ça peut dépendre de la perception de l'investisseur, de l'acheteur ou partenaire. Qu'est-ce qui est important à ses yeux? Si pour lui, la perception, c'est vraiment la marque et que c'était une marque, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai un cas précis en tête, une marque non enregistrée qu'on veut déployer dans d'autres territoires que celui qu'on occupe et que c'est ça qui est important aux yeux de l'acheteur, ça va drôlement influencer la transaction alors que c'est juste de continuer à opérer dans le territoire existant, là aussi, ça change. Ça change la donne. Donc, évidemment, les types de droits de propriété intellectuelle ou le type d'entreprise visée, c'est hautement technologique. Il y a plusieurs questions qui se posent et Andréane le mentionnait tout à l'heure, la stratégie de protection qui doit être alignée avec les activités commerciales de l'entreprise. Oui, puis je rajouterais à la diapo, ça dépend aussi du temps qu'on a pour compléter la transaction. C'est sûr qu'on ne fera pas, il n'y aura pas le lieu de faire une vérification approfondie si la transaction, les délais sont très serrés, mais on va cibler les éléments cruciaux à vérifier avant le closing. Il y a aussi, budget de l'acquéreur non négligeable. Même chose, on va cibler, si le budget est plus limité, dépendamment de si on veut aller en profondeur ou pas, on va cibler les éléments importants à vérifier puis à étudier.
Ce qui nous amène à la prochaine slide, et c'est là où il y a plusieurs exercices, plusieurs types d'exercices qui peuvent être faits. En fait, un exercice à plusieurs niveaux. Le premier niveau, là, vous le connaissez tous pour faire des fusions-acquisitions, des investissements, des financements. C'est obtenir la liste des actifs de pays en effectuant une recherche interne. On va vérifier le statut, la validité des actifs de pays, sa date d'expiration. On en parlait avec Bram tout à l'heure. Ça aussi, ça expire dans 2 mois, bien, il faut être au courant. Vérifier l'exactitude de la chaîne de titres, confirmer la propriété des actifs de pays. Est-ce qu'il y a des accords de sûreté qui traînent? Est-ce qu'on a des mains levées à obtenir? Mais au-delà de ça, c'est là toutes les questions qu'on a introduites deviennent très, très pertinentes. C'est-à-dire qu'au-delà des dates de dépôt, des enregistrements, des renouvellements, bien, en matière de marque, est-ce que c'est des bons produits et services, quand je dis bons, plutôt pertinents qui sont visés? Est-ce qu'on a juste habillé la mariée ou que j'aime utiliser comme expression pour bien faire paraître l'entreprise, ou les demandes en instance ont une vraie valeur? Parce que moi, j'ai vu des marques, des portefeuilles de marques où sur une 50aine de marques, il y en avait 4 pertinentes. Ce n'est pas toujours pertinent, par exemple, d'enregistrer un logo avec version verticale, horizontale, en anglais, en français, quand c'est des traductions littérales, couleur, pas couleur. C'est pas de la poudre aux yeux à un moment donné. Donc, le niveau 1, vous le connaissez bien. Ce qu'on a envie de vous proposer, c'est les niveaux 2 et 3. Et évidemment, ça va dépendre du type de transaction, comme Andréane le mentionnait. Donc, le niveau 2, puis souvent, bien, le coût de ça, parce qu'Andréane parlait à juste titre de budget, bien, va dépendre du niveau 1. On regarde un peu vite les actifs de propriété intellectuelle, et selon les informations qu'on nous divulgue quant à la stratégie derrière la transaction, ben là, à ce moment-là, on va pouvoir évaluer ou recommander niveau 2, niveau 3. Des fois, c'est un mélange de 2 et 3, qui devient un 2,5, si on peut dire. Et le budget qui doit aller avec. Parce que si on a 2 marques et un brevet, ben c'est vite fait. Encore là, ça dépend, en brevet surtout, mais si on a des portefeuilles importants, bien, il faut connaître un peu ce qu'on a en tête comme acheteur, investisseur, vendeur. Donc, le niveau 2, évaluer la validité de protection obtenue par les droits de propriété intellectuelle. Analyser la conformité de la protection dans diverses juridictions. On a évoqué plusieurs questions à cet égard-là. Évaluer l'étendue de la protection, de la pertinence et de l'utilisation des marques de commerce. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des rapports d'examen avec des objections de fonds, puis qu'on a réussi à surmonter aux États-Unis, mais pas en Europe, puis que l'Europe est importante? Est-ce qu'il y a eu des oppositions par des tiers? Et si oui, ça a amené à des ententes de coexistence qui peut-être amènent des paramètres d'utilisation très, très stricts. J'ai récemment eu, en fait, la semaine dernière, une transaction où on a ressorti une entente qui avait été conclue il y a 15 ans pour le monde entier. Il y avait une restriction quant à l'usage de la marque sur les véhicules promotionnels, si vous voulez, de l'entreprise. Or, quand l'entente a été signée, il y avait 3 véhicules dans la flotte et maintenant, ils sont rendus à 300. Ils étaient clairement en contravention avec cette entente-là. Fait qu'il faut le savoir, là, comme acheteur, ça veut dire qu'on est à risque et qu'il va falloir les repeinturer, ces camionnettes-là de la flotte. Donc, est-ce qu'il y a aussi des paramètres au niveau des territoires géographiques couverts? Est-ce que les recherches de disponibilité ont révélé des enjeux? Toujours dans le niveau 2, est-ce qu'on peut proposer des stratégies pour remédier aux déficiences identifiées? Andréane, tu en faisais état tout à l'heure. Des fois, on le sait, on a des déficiences, puis on va trouver des solutions. Et évaluer la possibilité de faire valoir les droits de pays contre un concurrent, notamment en brevet, là, tu le mentionnais tout à l'heure. Ensuite, le niveau 3, vous doutez que c'est le plus poussé, c'est analyser la latitude de l'acquéreur dans l'exploitation du produit et des technologies de la cible.
analyser les risques pour l'acquéreur d'utiliser les marques enregistrées en instance d'enregistrement et non enregistrées. J'en parlais tout à l'heure. Est-ce que on est dans des pays first to file? Est-ce qu'on a des enjeux d'enregistrabilité malgré des activités à l'étranger? Parce qu'on a souvent le cas où on est bien content parce qu'on a des distributeurs potentiels en Europe, puis on s'est mis à vendre en Europe, mais on n'a même pas la marque enregistrée et on pourrait se faire couper l'herbe sous le pied. J'ai parlé des enjeux des pays de fabrication. Est-ce que la marque qui est employée est telle qu'enregistrée? Ça aussi, ça peut poser des enjeux. Est-ce qu'on a une surveillance en place? Au niveau des brevets, identifier les informations techniques nécessaires. Andréane, je ne sais pas si tu as des anecdotes précises pour ce point-là au niveau des informations techniques. En fait, oui, plein. Mais je pense que tu as super bien couvert les éléments que j'aurais voulu dire sur ce point-là. Puis là, je vois aussi le temps qui passe. Je vais laisser peut-être un peu de temps pour les questions. Fait que Parfait. Donc, examiner l'entente commerciale existante, proposer des stratégies de réduction de gestion des risques identifiés. Puis ça, on peut le faire juste si on était en profondeur, évidemment. Absolument. Est-ce qu'on peut aller à l'autre slide, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est une diapo que la BDC a publiée et que je trouvais très, très intéressante. Ça montre en fait que les actifs intangibles, comme les actifs de propriété intellectuelle, tendent à prendre de plus en plus de place au sein des entreprises. Donc, on peut dériver ou assumer que la valeur des entreprises va tendre vers une valeur qui va être basée de plus en plus sur les actifs intangibles, dont les actifs de propriété intellectuelle. Donc, je trouvais que ça concluait bien la présentation. Et ça fait le tour, je pense. Non, on a une dernière slide. Et d'ailleurs, très brièvement, donc vous aurez compris que la propriété intellectuelle, ça aide au positionnement de l'entreprise. Et nous, le rôle, c'est d'aider la direction à faire valoir cette propriété intellectuelle-là et la gérer adéquatement. Et il va y avoir c'est pas que du légal, il y a vraiment une orientation stratégique, une orientation business. Et c'est là qu'on vous propose la valeur ajoutée BCF, puisqu'on se considère des trusted advisors. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pendant que les questions rentrent, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation, beaucoup d'informations très pertinentes. Moi, j'ai une question rapide. On est dans un dossier de financement et peut-être que vous pouvez commenter là-dessus. Les prêteurs potentiels ont toujours tendance à baisser la valeur accordée à la propriété intellectuelle, en particulier les brevets aussi. Et les marques de commerce. Alors, quelle stratégie on peut utiliser là, à titre d'aviseur pour justement justifier la valeur que ces choses-là ont sur le bilan? Et est-ce que vous, comme agent là, chez BCF, peut nous aider dans ces mandats? Je peux commencer, Joanne. Oui, absolument. C'est en bout de ligne, dont la valeur de l'actif va dépendre des éléments qu'on a discutés tout à l'heure. Donc, c'est assez difficile. L'exercice, c'est pas noir ou blanc. C'est pas dire un tel actif brevet vaut, là, je dis n'importe quoi, mais vaut 10 000 dans cette tranche-là parce que c'est ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de plage établie par des activités comptables, en tout cas pas que je connaisse, il y en a peut-être, mais ça devient une activité de valuation qui est basée sur les points positifs des actifs. Donc, être capable d'expliquer l'avantage des actifs, puis la protection conférée, puis ce que ça peut apporter comme bénéfice, de tout cibler ces éléments-là. D'habitude, ça parvient à convaincre qu'on peut augmenter ou on peut justifier l'augmentation de la valeur de l'actif. Puis, ça, j'ai souvent vu ça, là, où on est capable de bien articuler que tous les avantages de comment on a tenu les actifs, qu'est-ce qu'on tente d'aller chercher, d'expliquer la stratégie pourquoi. Puis, l'autre côté voit une valeur ajoutée, puis c'est là qu'on est capable d'augmenter la valeur d'habitude. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, mais c'est pas comme on atteint stade 4, ça vaut tant de montant. Il n'y a pas de ce type d'échelle-là. En marque, j'aurais tendance à te dire, Éric, que c'est souvent se poser la question à l'envers, c'est-à-dire si on n'a pas la marque, quel impact ça a sur l'entreprise? Ouais. Est-ce que c'est pas pertinent parce que
il y a plein de marques pour l'entreprise, mais s'il y en a une ou deux qui sont employées depuis longtemps, si on les perdait, ce serait quoi l'enjeu? Puis ça dépend aussi de la force de la marque, c'est-à-dire son caractère distinctif là, dans notre jargon à nous. Plus c'est une marque originale, donc un mot inventé ou un mot arbitraire, un mot du dictionnaire, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je vais donner un exemple facile à comprendre. Apple, pour des ordinateurs, c'est une marque forte parce que ça n'a rien à voir avec des ordinateurs. Donc, mais si on tombe dans la catégorie des marques suggestives, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui coexistent avec à peu près le même genre de nom, puis qu'une petite différence suffit. Je pense à l'agroalimentaire, toutes les marques Nutri, ben, des Nutri, il y en a une et une autre. Fait que, donc, on va regarder quelles sont, au niveau des marques, quelles sont les marques et quel serait l'impact de ne pas pouvoir utiliser cette marque-là. Ça se peut que pour l'entreprise, ce n'est pas vraiment important. Ils vont changer de marque, c'est tout. Mais ça se peut que ce soit... Il y a tellement de notoriété qui a été développée autour de la marque qu'elle devient très importante pour l'entreprise. C'est ça. Tu sais, quelle part de marché on perd si on n'a pas les actifs? Le delta vaut beaucoup, là. Merci. Merci d'avoir répondu. À moins que Laurine me dise autrement, on a répondu aux questions au fur et à mesure qu'on a fait le webinaire. Alors, je tiens à mentionner encore une fois de vous remercier pour cette présentation, information très pertinente. Et j'invite aussi tous ceux qui sont sur la ligne à contacter les gens. On va distribuer les coordonnées de chacun et je pense que Bram veut conclure la session. Merci à vous deux, Adrien et Joanne, pour celui-là. BCF est le bienvenu comme nouveau membre corporatif du M&A Club. On est très content de vous introduire à tous nos membres, c'est sûr. Nous aussi, on est bien contents d'en faire partie. Merci. J'espère avec Véronique, on va planifier d'autres. Il y a d'autres planifiés pour l'automne. Alors, merci à tout le monde pour avoir assisté. Merci à Eric pour ses présentations. Et le BEAT continue. On a d'autres, on a 6 ou 7 autres en juin. Et le 7 juillet, nous avons Pricewaterhouse qui vont, Charles Godbout qui a gagné un des prix au Gala Les Prix M&A l'an passé. Alors, il a réuni les drivers, ce qu'on peut dire, les locomotives de cette transaction. Et chacun des 4 vont expliquer leur rôle dans le closing de la transaction. Alors ça, c'est le 7 juillet. On a déjà fait ça dans le passé avec d'autres gagnants. C'est fort intéressant comment on met le deal ensemble finalement avec tous les détours que ça implique. Alors ça, c'est le 7 juillet. Puis ensuite, on va prendre l'été off jusqu'après le 15 août. Alors, merci encore tout le monde. Bonne journée. Il y a beaucoup de lumière maintenant avec le COVID et j'espère que tout le monde va avoir le vaccin et le deuxième. Et à bientôt alors. Merci tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.